D'ores et déjà, je veux commencer, en attendant que le PowerPoint s'affiche, par vraiment remercier, et on voit bien combien c'est difficile de remercier donc les organisateurs du colloque pour leur invitation. Évidemment, Marie-Amélie, mais aussi mon complice de longue date, Michel Menu. Alors pour ma part, je n'ai pas participé au projet Les Secrets de Modigliani, mais d'ores et déjà, j'ai beaucoup appris. En revanche, j'avais pu profiter de l'étude qu'avait fait Nancy Ireson, dont j'ai beaucoup apprécié l'intervention à l'instant, et Simonetta Fratelli, notamment tout le dossier important du Burlington Magazine. Et donc j'en avais en effet fait écho dans mon texte dont vous avez rappelé qu'il vient de paraître dans ce livre de Citadel Masno consacré à Modigliani, qui était une commande. Donc je tenais à commencer par cette caricature qui est parue en 1925 dans L'Art vivant. Nancy Ireson parlait à juste titre de l'importance du contexte, et vous voyez qu'un contexte, ça change très vite. Ici, le dessinateur vient qui publie ce dessin en 1925, ça fait donc 5 ans que Modigliani est mort, et il nous présente en somme le retour de Modigliani, l'archange Modigliani, voyez-vous, qui revient sous des traits très diaphanes. Vous voyez, Modigliani est sur scène, il est accompagné d'un ange, et on a cette légende. Maintenant, c'est comme chez les gens du monde, comme si en fait Montparnasse, la bohème, c'était fini, et que désormais, il y en avait que pour les touristes, vous voyez, américains, états-uniens, sud-américains, et que finalement, cette bohème dont Modigliani a été la figure emblématique, eh bien, cette bohème a disparu. Alors, ce qui était très intéressant dans ce dessin, c'est pour ça que j'ai voulu commencer par lui, et vous verrez que ce n'est pas sans rapport avec le sujet de notre colloque, c'est que Modigliani, si vous regardez bien le dessin, est représenté deux fois. Il est représenté sous des traits relativement spectraux, hein, une sorte d'ange. Et puis, si vous regardez au premier plan, juste un petit peu avant ce que je pense être voilà, Kiki de Montparnasse, et encore derrière, vous avez Fujita, le peintre, avec ses lunettes rondes. Je pense que Modigliani est représenté, il se tourne vers nous un peu dans l'attitude de son dernier autoportrait, et c'est cette balance entre un Modigliani réel, tel qu'il a pu être dans les années 1910 à Paris. On vous a rappelé qu'il est arrivé à Paris en 1906, et ce côté spectral qu'aujourd'hui nous étudions, c'est-à-dire cette recherche du Modigliani sous les couches picturales, mais dans un étrange renversement, puisque d'une certaine façon, il s'agit de rendre la réalité du peintre à travers l'étude technique, et montrer que souvent, en effet, la dame qui a posé la question avait raison, souvent on ne considère pas assez le peintre Modigliani, occulté qu'il est par la légende de Montparnasse. Modigliani, on ne le dira jamais assez, en fait a été très peu vu de son vivant par le grand public, puisque la seule exposition de son vivant, j'entends exposition monographique, c'est celle-ci, en décembre 1917, à la galerie Bert Weil, avec le fameux scandale des nus, dont un nu en vitrine avait été retiré par un commissaire. Alors, la légende de Modigliani, on peut très bien la voir se constituer entre la date de sa mort, 1920, et ce numéro vraiment dédié à sa mémoire en février 1930 de la revue Paris-Montparnasse. Paris-Montparnasse est la revue d'André Salmon,
qu'on a vu sur une photographie présentée précédemment, mais qu'on va revoir. Et là, le numéro parle assez peu de peinture, mais beaucoup plus de la figure de Modigliani. Je vous signale que ce tirage de Paris-Montparnasse, qui avait d'ailleurs été augmenté en nombre d'exemplaires, eh bien, va être vite, il va s'arracher, il va être vite épuisé. J'ai montré aussi une photographie du fonds Marc Vaux, qui est en cours d'analyse à la bibliothèque Kandinsky, au centre Pompidou, et c'est une photo assez belle, finalement assez peu utilisée. Alors, je parlais de légende, je parlais d'impact sur l'histoire de l'art. En fait, on saisit assez bien le moment où Modigliani va commencer à être reconnu. Alors, c'est par exemple cette très belle représentation de l'arbre de l'art moderne par le peintre mexicain Miguel Covarrubias, paru dans Vanity Fair en mai 1933, où on voit, si vous regardez bien à droite en haut, où on voit Modigliani qui est sur la seule branche un petit peu vigoureuse qui a des feuilles de l'école de Paris et qui est reliée nettement dans l'histoire à Gauguin, à Van Gogh, au Fauve. Et on voit que cette feuille, si vous regardez la feuille, c'est pas moi qui maîtrise, donc, mais je vois que quelqu'un le fait. Donc, on voit la feuille de Modigliani en haut, qui est juste à côté de celle de De Chirico, qui, avec le surréalisme, présente donc les deux. Voilà, merci beaucoup. Là, on est complètement dans la sève de cet arbre qui monte, alors que vous voyez que du côté du Cézanne, du côté des cubistes, ça semble s'arrêter assez vite, selon Miguel Covarrubias, qui est un artiste intéressant, qui a d'ailleurs beaucoup fait de caricatures, un peu à la manière de Modigliani. Alors, en revanche, on parlait tout à l'heure d'une éclipse de Modigliani. Il est vrai que quand se met en place avec l'école de New York et d'une certaine façon avec la Vulgate sortie de Adreinhardt d'un certain modernisme, alors là, si on a bien Braque, si on a bien Matisse, si on a bien Picasso, alors vous n'allez pas voir Modigliani puisqu'il n'est pas présent, c'est même pas la peine de le chercher, il n'est pas présent dans les multiples feuilles et d'ailleurs, vu le format de mon image, on aurait la peine à le trouver. On voit Chagall en revanche, mais Chagall est sur la partie droite, vous voyez cette fameuse branche qui est en train de s'écrouler. D'ailleurs, les Mexicains s'écroulent également, et il n'y a que l'expressionnisme abstrait américain qui va l'emporter dans sa version, disons, école de New York. Et ce que dit Adreinhardt, c'est finalement une sorte de discrédit qui est jeté aussi bien sur l'école de Paris que plus généralement ou plus spécifiquement sur Modigliani. Et donc je dirais que il y a une oscillation, toujours ce côté spectral et ce côté radial, si l'on veut, entre un Modigliani qui est apprécié, comme l'a dit Nancy, par le public, apprécié aussi par de très beaux esprits, parce que j'ai voulu terminer le livre de Citadel Masno justement par cette référence très belle que Jean-Luc Godard, fait à Modigliani, notamment à la femme à la cravate, qui est présente, vous voyez, dans le film Pierrot le Fou. Or, il n'y a pas beaucoup de représentations de peintres dans cette maison de Pierrot le Fou. Il y a Matisse, il y a Picasso, il y a Renoir, et puis il y a Modigliani. Et ça, c'est assez remarquable. Donc, c'est cette oscillation-là. On a déjà parlé de son arrivée, on le voit ici avec Max Jacob, de son implication. On sait que Modigliani va finalement passer toute sa vie à Paris. Il en part qu'une seule fois, effectivement, c'est en avril 1918 jusqu'en mai 1919. On le voit ici sur la côte d'Azur, sur la promenade des Anglais. Hein. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, je dirais que aujourd'hui,
les études techniques, les études spectrographiques accompagnent un peu l'œuvre matérielle du peintre de leur cohorte d'esprit transparent. Alors, pour l'histoire, on sait, et donc Anaïs l'a rappelé, que les premières études ont eu lieu au département du Louvre, au département d'analyse scientifique, et elles étaient commandées par Madeleine Ours, qui elle-même avait fait, vous vous en souvenez sans doute, ça c'est un petit clin d'œil à l'histoire de l'art, qui avait fait à la demande de Dali une spectrographie, une analyse technique du tableau très célèbre de Millet, l'Angélus. Dali, vous vous souvenez, avait supposé qu'il y avait sous les pieds du couple de paysans un enfant mort. Et il avait demandé, en somme, la preuve aux scientifiques de ce qu'il avançait. Et de fait, vous voyez sur ce schéma, sur cette radiographie qui a été publiée par Dali dans son mythe tragique de l'Angélus de Millet, vous voyez un repeint, vous voyez quelque chose comme ça. Alors il a dit, voilà, ça c'est l'enfant mort, hein. Il va de soi qu'il n'y a pas d'enfant mort, on n'en a encore pas vu dans les tableaux de Modigliani, mais qu'est-ce qu'il y a finalement? Il me semble que nous avons déjà beaucoup appris grâce à l'étude de la Tate. En tout cas, moi, je m'en suis beaucoup servi pour le livre. Il y a une chose, par exemple, qui m'avait énormément... Ça, c'est le nu du Courtauld qui nous a été montré, qui date de 1916, qui est donc un des premiers nus. Et ce nu manifeste, alors si vous avez le petit curseur, vous pouvez voir au niveau de la fluxion de l'épaule droite de la jeune femme, du nu, vous voyez qu'il y a un repeint, c'est-à-dire un repentir. Allez-y, c'est plus vers la gauche si vous avez votre main. Non, de l'autre côté, voilà. Voilà, vous voyez là, il y a un repeint et on sent que Modigliani a en quelque sorte accusé la verticale du bras droit de la jeune femme, qui en somme tombe à l'aplomb du sexe. Et ça me paraît extrêmement intéressant. Et du coup, il a dégagé, vous voyez, un grand... non, voilà, il a dégagé un grand espace. Vous voyez, on voit quand même la trace du repeint pour y placer ce qui est assez inhabituel chez lui, enfin à cette époque, la signature tout à fait en haut, bien dégagée dans ce jeu d'opposition, voilà, entre les verts d'eau, les sortes de couleurs froides opposées aux couleurs chaudes qui sont dans la partie droite. Donc là, on voyait déjà cette rigueur qui le conduit justement à souligner ce qui lui paraît l'essentiel, cette chute du bras juste à l'aplomb, en fil à plomb du sexe de cette jeune femme. D'ailleurs, très très belle, une sorte de tête à la Brancusi, une sorte de muse endormie sur un corps peint par Modigliani. Alors aussi, Nancy a fait allusion aux travaux de nos collègues de São Paulo, notamment de Anna Magalhães, et ils ont montré que les derniers tableaux, notamment le fameux autoportrait, étaient probablement de même facture, qui ont été faits dans le même atelier et sur peut-être le même rouleau, en tout cas avec les mêmes formats que, par exemple, cette représentation de Jeanne, qui, si je me souviens, est au musée de Pasadena, et aussi de l'image du musicien Mario Vargolis. Alors, effectivement, ce qui nous est montré aujourd'hui est absolument passionnant. Alors, vous voyez, c'est un peu ce qui explique mon titre, l'archange Modigliani, et puis les images spectrales que j'ai voulu mettre en relation, mais dans une sorte d'inversion, puisque ça va permettre finalement de rétablir le travail du peintre, hein, Modigliani, extrêmement consciencieux, avec un métier très fascinant, parce qu'il peignait vite. On dit entre 3 quarts d'heure, parfois
3 heures, parfois 2 jours, enfin tout ça est bien documenté. Mais derrière cette rapidité, il y avait une intensité de la concentration et puis une sorte de métier qui lui venait de sa formation italienne. Alors justement, qu'est-ce qu'on attend d'un historien de l'art? Alors, c'est bien sûr qu'il rapproche des images. Alors, on peut les faire tourner, nous, quand on n'a pas de machine. Et alors, allez-y, là, on peut gagner du temps. Allez-y, tournez. Voilà. Anaïs vous a déjà montré. Alors, en revanche, ce que fait l'historien de l'art, c'est évidemment de rapprocher des images. Nous plaçons à côté d'une œuvre, eh bien, ce qui a pu l'inspirer, ce avec quoi elle est en consonance. Alors, par exemple, il est tout à fait clair que l'on peut ainsi marquer un moment gréco de Modigliani et même de l'art en France à cette époque-là autour du livre de Maurice Barrès. Alors, regardez, là, c'est le tableau qui est à Rouen, qu'on vous a déjà montré, et qui est tout à fait propre à être rapproché de ce tableau de Gréco. De même que j'ai pensé que La femme aux yeux bleus, effectivement, de 1918, avait aussi ce caractère très allongé, avec ses mains sinueuses, cette sorte de courbe et de contre-courbe du Gréco. Hein. Alors, on peut aussi, c'est ce que j'ai fait dans le livre, allez-y, alors là, on peut passer assez vite, on peut essayer de pister, pas trop, de pister les sources visuelles. Ainsi, parfois, on a la chance, on trouve un dessin, ce dessin, par exemple, d'après Watteau, qui montre qu'il était très sensible au fait que Antoine Watteau, évidemment, avait un intérêt particulier pour les Arlequins, pour les troupes italiennes. Et lui, qui était un Italien passé en France, eh bien, il était très sensible à Watteau. Alors, d'autres exemples que j'ai eu la chance un petit peu de trouver, certains étaient connus. Allez-y, passez. Alors, on a déjà mentionné le goût qu'il avait pour Toulouse-Lautrec. C'est pour ça qu'il est venu à Paris. Le rapport qui me paraît assez évident à Degas et aussi à Beardsley, dont sa tante lui avait offert un livre. Il était à ce moment-là dans le Montmartre, vous voyez, des cabarets. Et un autre exemple d'un dessin qui est à l'évidence fait d'après le luxe de Matisse, vous voyez, à droite, dont il a simplement gommé un des personnages et dont il a repensé, vous voyez, la position des bras. Alors, ça, ce sont des genres de choses qui plaisent à l'historien de l'art parce qu'il trouve des éléments de comparaison. Allez-y, pour Picasso, à l'évidence, dans le nu Dolan, cette référence est très clairement à la période bleue de Picasso. Alors, dans cette culture visuelle de l'artiste, certains emprunts constituent eux-mêmes une sorte de stratigraphie temporelle, parce qu'on a vu des exemples de style cézannien, mais très tôt dans l'œuvre, on le retrouve dans le jeune apprenti, par exemple, qui lui est au contraire beaucoup plus tardif dans l'œuvre. Donc ça constitue comme ça des sortes de sédimentation. Alors là, on est dans de la consonance, c'est-à-dire qu'il y a des échos. En revanche, parfois, voilà, parfois, alors cette image vous a déjà été montrée, parfois au contraire, on sent que dans ce nu que j'appelle péri-picassien, parce qu'il a une partie qui est empruntée à Picasso, aux Demoiselles d'Avignon, qui ont été montrées précisément au Salon d'Antin en 1916, date à laquelle ce tableau, ce nu assis à la chemise, je crois qu'il est 17, d'ailleurs juste après. L'été 1916, c'est la représentation au grand public et je ne pense pas que Modigliani l'ait vu avant cette présentation. Donc il y a une réaction, hein, c'est-à-dire qu'à la fois il emprunte par exemple les serviettes, l'étude stratigraphique a montré qu'il y avait une préparation bleue qui est assez dans la tonalité des Demoiselles d'Avignon. Donc il y a quand même un écho et en même temps il y a la volonté de réaffirmer
malgré le nez en quart de brie. Il y a une façon de réaffirmer la nécessité de l'intégrité de la figure que, au contraire, Picasso avait récusé. Donc là, c'est l'idée que l'artiste introduit une dissonance. Alors, là, je vais passer relativement vite, mais je trouve qu'on n'a pas encore assez accordé d'attention. Alors, je ne sais pas si on peut être aidé par les questions de recherche de provenance des matériaux à la sculpture. Alors, en revanche, je crois qu'on a bien documenté aujourd'hui la double influence, d'une part africaine, sur ces sculptures entre 1909 et 1914. Donc, je vous montre des images, hein. Et alors, il y a une image qui a été prise au lame. Voilà, l'influence également de la sculpture asiatique, puisqu'il allait au musée du Trocadéro, on le sait par le docteur Alexandre, et qu'il allait également au musée Guimet. J'ai montré dans le livre, et on peut passer, que probablement la manière dont il a présenté les sculptures au Salon d'automne de 1912 tient beaucoup à la disposition de ce qui était l'accrochage de la sculpture asiatique, vous le voyez, au musée Guimet, sur des socles avec ces têtes qui se détachent. Vous remarquerez au-dessus des têtes de Modigliani, ici on voit 4 sur l'ensemble de 7, tout à fait en haut, un grand tableau de Kupka qui s'appelle Amorpha Fugue et qu'on va retrouver tout à l'heure. On feuillette un peu l'album de Modigliani. Donc, quand on regarde les œuvres, y compris ces sculptures cariatides ou ces sculptures debout, on s'aperçoit de l'influence, bien sûr, de Brancusi et aussi l'influence qu'il a pu avoir sur un artiste comme Epstein, qui est venu à Paris justement pour sculpter le tombeau d'Oscar Wilde. Mais on voit bien que là, dans les yeux, dans la manière de faire, eh bien, l'influence ou l'allongement chez Jacob Epstein, il y a une influence de Modigliani. Les deux étaient amis. À un moment donné, Modigliani va davantage dessiner et peindre, aquareller des cariatides plutôt qu'il ne va en sculpter. Et il arrêtera totalement de sculpter en 1914. Pourtant, on sait par Paul Guillaume qu'il avait un projet, Modigliani, sur lequel on aimerait bien avoir plus d'informations. Il avait le projet d'un temple en l'honneur de l'humanité, pour lesquels ces cariatides et peut-être ces têtes auraient servi. Alors vous voyez qu'une des suppositions que j'ai faites, c'est qu'une partie de ces cariatides, donc dans la manière de ces formes qui sont mi-abstraites, mi-figuratives, devraient quelque chose au dialogue avec la peinture d'Amorpha Fugue en deux couleurs, qui était juste au-dessus de ses propres têtes exposées en 1912. Autre influence possible ou relation avec le vorticisme anglais, j'évoquais Epstein, voilà Gaudier-Bresca, encore Epstein avec ses cariatides et ce mouvement vorticiste. Donc, à partir de 1914, Modigliani abandonne la sculpture, mais il garde, vous voyez, jusque dans les visages, cette idée du bloc qui lui vient, qui lui vient évidemment de Brancusi. Alors, il nous a été montré déjà ce tableau, donc je n'y reviens pas, mais ce retour à la peinture se fait en traversant le cubisme et sous l'égide du nouveau pilote, Guillaume, Paul Guillaume. Alors, Paul Guillaume avait deux poulains. Il avait Modigliani d'un côté, qui étaient d'ailleurs deux Italiens de Paris, et de l'autre côté, de Chirico. Et il me semble qu'il y a entre Modigliani et de Chirico une sorte d'émulation qui peut-être mériterait d'être davantage soulignée. On le voit chez Paul Guillaume, il y a des sculptures de Modigliani, il y a des peintures de Modigliani et des peintures de Chirico. On pourrait parler finalement d'un style cubo-métaphysique pour ce deuxième portrait de Paul Guillaume par Modigliani.
Alors, Nancy, a rappelé, tout l'intérêt, du travail de radiographie, de montrer ce qu'il y avait dessous. Par exemple, dans ce portrait de Béatrice Hastings, regardez à droite, on voit bien, qu'il y a la trace d'un papier collé. Ce qu'on ne sait pas, c'est pourquoi il a été enlevé. Alors est-ce qu'il a simplement disparu? Est-ce que Modigliani a voulu par la suite, on le voit encore sur une photo, vous voyez en bas, publiée par le professeur, Jedlicka, mais, est-ce qu'il a voulu, faire, enfin, disons une fois qu'il avait quitté le cubisme, qu'il avait traversé, faire disparaître ça? Ou est-ce que c'est un simple problème technique? Là, j'avoue que je peux pas m'avancer du tout là-dessus. Parmi les peintres qui ont beaucoup compté pour Modigliani, il y a bien sûr, Picasso qu'on vient de voir dans un autoportrait. C'est intéressant de voir que Modigliani a, pratiquement peint, tout ce qui ne s'appelait pas encore, tout ce qui comptait en termes de peintre et de poète, ce qui ne s'appelait pas encore l'École de Paris, puisque c'est seulement en 25 que André Varnaud va créer dans Commedia ce mot, ce titre d'École de Paris. Et il était très proche, par exemple, de Suzanne Valadon. Donc j'ai remarqué, par exemple, voilà, que un de ses nus, par exemple, était extrêmement proche d'un nu voisin peint par Suzanne Valadon, qui était donc la mère du trio, un ami de Modigliani. Donc là aussi, quand on regarde un peu plus finement les relations, on s'aperçoit que, eh bien, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont regardé les uns et les autres. Alors là, j'irai beaucoup plus rapidement, d'abord parce que le temps passe et que nous avons tous faim. Alors là, on va peut-être feuilleter un petit peu ce qui a déjà été dit, c'est-à-dire que ce qui est remarquable chez Modigliani, c'est sa capacité à rendre compte d'une société qui est en train de changer. Alors, je vais peut-être vous passer les images, je vous dirais de vous arrêter sur une, alors, notamment cette constante de représenter des femmes du peuple. Alors ici, à l'inverse, plutôt les bourgeoises ici, mais vous avez quand même cette constante de la représentation des bonnes, des servantes, etc., qu'il doit à sa famille, mais ça je ne reviens pas là-dessus. Bon, du Tilleul, il fallait le présenter, mais je crois qu'il sera présenté avant, donc on passe. Alors, l'immersion, l'entrée dans la peinture, me semble-t-il, des adolescentes, des jeunes femmes, quelque chose que l'on ne peignait pas autant que les enfants, les adolescents. Cette classe d'âge qui est une classe changeante, on a évoqué la jeunesse, Nancy a parlé de ces jeunes femmes également qui étaient peintes. Donc ça, je pense que c'est une entrée. Alors aussi, ces fameuses garçonnes, hein, absolument extraordinaires, notamment à, à gauche, René Kisling, la femme du peintre et amie de Modigliani, avec cette coupe à la garçonne. Ça, c'est tout à fait unique dans la production picturale de cette époque. Aussi, alors là on peut feuilleter, le fait que ce Paris-là, avec une Algérienne, Almeïsa, avec des gens qui viennent de l'Est, comme Anka Zborowska, la femme de son dernier marchand, encore de nouveau donc Almeïsa, l'Algérienne, dans une pose gauguinienne, hein, puisqu'il y a l'influence évidemment de Gauguin très nette, mais il rend compte d'un monde qui change, d'un Paris cosmopolite passé, voilà, avec Zborowski, et enfin des nus, alors je terminerai là-dessus, qui sont référés à toute l'histoire de l'art, évidemment ces modèles italiens, Gauguin, qui est absolument essentiel pour lui, hein, je crois que c'est tout à fait clair, Ingres, évidemment, auquel il fait référence. Mais je crois que ce qu'a dit tout à l'heure Nancy Ireson reste valable, c'est à la fois une peinture savante, extraordinairement savante, une culture visuelle, et en même temps une incarnation avec des modèles qui regardent, qui sont maquillés, avec lesquels s'introduit un regard avec le peintre. Alors, tout à fait à la fin,
il est frappant que dans la peinture de Modigliani s'introduit une sorte de binôme principal entre Jeanne et Buterne, qui est souvent traité avec la logique maniériste de la courbe contre courbe, avec en revanche une beauté extraordinaire de la palette et ces yeux bleus qui vont sans pupille, qui vont devenir une sorte de marque. Or, d'un côté, une forme extraordinairement vouée à la jeunesse, à la fécondité, à la courbe, et puis de l'autre côté, une jeune femme un peu plus âgée que Jeanne, qui s'appelle Lunia, qui constitue comme une sorte de versant nocturne de cette bipolarité féminine des modèles de la fin de l'œuvre de Modigliani. Voilà, ce côté lunaire, elle s'appelle Lunia, alors évidemment, ce côté presque angélique, cette influence japonaise d'une certaine façon, et le retour du césanisme avec la maternité qui a été évoquée. Et en quelques images, pour finir, je veux montrer peut-être le legs de Modigliani tel qu'évidemment on peut le percevoir, son influence sur ce qu'on a appelé le retour à l'ordre, hein, si par exemple Carlo Carra, hein, mais peut-être la maternité est-elle un bon élément pour montrer ce retour à l'ordre. Donc influence sur Fujita, influence sur l'art déco, influence sur Laurence, influence sur Lipschitz, et pour terminer tout à fait, j'aimerais qu'on considère, je ne sais pas si j'ai raison, si ce sont des intuitions ou autres, mais j'ai l'impression qu'il y a une grande influence aussi sur le Balthus des années 30, notamment les enfants Blanchard, avec ces adolescents un petit peu mystérieux, énigmatiques, relativement figés dans une sorte d'intériorité, ou encore, allons-y, alors ça c'est un peu mon domaine plus, c'est évidemment le rapport à Giacometti. Giacometti qui va dire que pour lui, Modigliani est le dernier grand artiste prométhéen. Il y a quelqu'un qui essaye de tirer l'individu vers le général, vers le métaphysique. Et vous voyez que sa technique dans le Diego à la chemise écossaise doit beaucoup à la manière d'inscrire l'arabesque de Modigliani. Enfin, donc, ma dernière image, ça sera de dire que effectivement les études telles qu'elles vont nous être présentées, telles qu'elles ont déjà été présentées, vont certainement permettre de faire se rejoindre à la fois l'archange et puis ce dernier autoportrait presque incroyablement déjà, voyez, figé pour l'éternité. Voilà, ma dernière image, en essayant d'associer, voyez, cette spectrographie et ce travail du cinéma de Godard. Merci beaucoup.